Le jeune homme regarde le cercueil blanc s'enfoncer dans la terre. Il est surpris de constater qu'il ne pleure pas, vu que c'est sa mère que l'on enterre. Mais ce n'est pas le moment de s'interroger. Le cercueil se recouvre de terre, puis la cérémonie prend fin. Le jeune homme est le dernier à partir. Hormis l'éloge funèbre, il n'a pas dit un mot à qui que ce soit. Elle a été difficile à gérer vers la fin. Il a pris soin de sa mère jusqu'à ce que la maladie la transforme complètement, et puis pendant encore 2 années après cela. Il aimerait pouvoir effacer de sa mémoire les mauvaises paroles et mauvaises actions qu'elle a dites ou faites, mais le passé appartient à jamais au passé. Lorsqu'il quitte du regard la pierre tombale de sa mère, il remarque quelque chose d'étrange au loin, à une trentaine de mètres de lui. Une petite fille âgée d'environ 10 ans, en uniforme, se tient derrière une autre pierre tombale. Elle porte un masque de cochon en plastique et tient une vieille poupée de chiffon. Le jeune homme observe un moment les yeux dans les trous sombres de son masque, tout en se demandant si ce qu'il voit est bien réel, ou si c'est son imagination qui lui joue des tours à cause du stress et du chagrin. Puis, après avoir cligné des yeux, elle a disparu. Pendant un instant, une phrase effrayante tourne en boucle dans son esprit. « Tu as déjà commencé à la perdre. Avec quelques années d'avance, tu aurais pu rendre ta mère fière. » Le jeune homme se secoue la tête et rentre chez lui. Il est normal d'être un peu perturbé un jour comme celui-ci. L'esprit se comporte étrangement lorsqu'il est dans un état de détresse émotionnelle intense. Il est tout à fait normal qu'il voit des choses étranges un jour comme celui-là. Cependant, cette petite fille portant un masque de cochon avait vraiment l'air réel. Son retour à la maison est un épisode surréaliste. C'est la première fois depuis longtemps qu'il est vraiment seul. Il est comme un enfant égaré dans un vaste espace qui ne lui est pas familier. Il y a quelque chose qui cloche. Il réchauffe son repas au micro-ondes et le mange en silence dans la cuisine. Tout est si calme. Aucun cri de panique ou de douleur. Il pousse un soupir et regarde par la fenêtre de la cuisine, tout en faisant la vaisselle. Et au loin, il aperçoit une autre scène étrange. Un jeune garçon d'une 12aine d'années est au milieu des bois froids et sombres près de sa maison. Il porte uniquement un maillot de bain. Un maillot de bain et un masque de souris en plastique. Il tient une poupée de chiffon, identique à celle que tenait la fille dans le cimetière. Le premier réflexe du jeune homme est de sortir pour venir en aide à l'enfant. Après tout, il fait nuit et froid. Il pourrait mourir de froid. Mais l'enfant a disparu en un clin d'œil. Il n'y a que des arbres dans l'obscurité. Il pousse un soupir hargneux et prend une aspirine. Quelque chose doit vraiment clocher chez lui pour qu'il ne cesse de voir des enfants étranges avec des visages d'animaux. Il monte l'escalier en espérant pouvoir dormir cette nuit-là et se sentir un peu mieux au réveil. Il voit parfois des ombres apparaître ici ou là, mais il n'y prête pas attention. Il ne peut se fier à rien de ce qu'il voit aujourd'hui. Il s'arrête un instant devant la chambre où dormait sa mère. Elle semble bien vide, sans la petite silhouette de sa mère allongée dans son lit. Il repense à la dernière fois qu'elle était dans cette même chambre, un peu plus d'1 semaine auparavant. Il soupire, éteint la lumière et va se coucher. Cette nuit-là, le jeune homme fait des rêves étranges. Il a l'impression d'être un petit poisson se trouvant au fond de l'océan, à l'endroit le plus sombre, et de voir d'énormes formes noires se profiler et se déplacer autour de lui. Il a peur, il a l'impression d'être observé. Il est soudain pris de terreur et sort de son sommeil. Et c'est alors qu'il les voit, les enfants avec les masques d'animaux. Ils sont 7 désormais. Ils sont debout autour de son lit, main dans la main, comme s'ils jouaient à un jeu, mais dans un silence de mort. Ils ont chacun une poupée de chiffon à leurs pieds. Normalement, ils devraient être plus apeurés que cela. C'est l'expérience la plus étrange de sa vie. Cependant, il ressent un étrange sentiment de calme s'installer en lui, comme une chaude couverture. Ses yeux se ferment et il se rendort. Lorsque le jeune homme se réveille le lendemain matin, quelque chose ne va pas. Il a déjà conclu que les étranges enfants aux masques d'animaux et aux poupées étaient le fruit de son imagination, une sorte de rêve à moitié éveillé. Mais il ne parvient pas à faire abstraction de l'engourdissement qui envahit ses doigts et ses orteils. C'est comme s'il avait passé toute la nuit à dormir dehors en plein froid, alors que sa chambre était bien chauffée. Peut-être qu'il couvre quelque chose. D'autres choses étranges se produisent au cours des jours suivants. En mordant dans un sandwich, il s'aperçoit qu'il n'a aucun goût. À vrai dire, il semble qu'il ait perdu l'odorat. Serait-ce un rhume? Une grippe? Ou pire que ça? De plus, il n'arrive pas à se défaire du sentiment qu'il n'est pas le seul dans la maison. C'est comme s'il ressentait une présence à ses côtés. Et pas seulement une présence, mais de nombreuses présences. Cela pourrait-il avoir un rapport avec ses rêves étranges et ses hallucinations? Les enfants au masque? Il refoule ses pensées, ne souhaitant pas réfléchir à ce qu'elles peuvent bien suggérer. Il ose à peine se demander ce qui serait le plus terrible. Que d'étranges petits-enfants masqués rôdent autour de sa maison et le rendent malade, ou qu'il perde la tête, comme sa mère. Il a cessé d'y penser, mais de temps en temps, lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre, il ne peut pas manquer de voir des petites formes bouger au loin.
Lorsqu'il regarde la télévision ou essaie d'écouter de la musique pour se distraire, il réalise qu'il doit augmenter le volume plus que jamais auparavant. Son audition se détériore. Se pourrait-il que ce soit une sorte de problème de sinus ? C'est la seule explication rationnelle. Mais il est parfois difficile de trouver une explication rationnelle à une situation qui est par nature irrationnelle. Quelques jours plus tard, en sortant du lit et en se regardant dans le miroir de la salle de bain, le jeune homme remarque que quelque chose a changé. Sa peau. Elle est d'une couleur pâle, comme s'il était sans vie. Mais ce n'est pas tout. Il regarde de plus près son visage dans le miroir. Ses yeux. Ont-ils toujours été ainsi ? Ont-ils toujours été de cette couleur marron foncé et sombre ? Peut-être que c'est son esprit qui lui joue des tours, mais il est certain que quelque chose a changé. Il est bouleversé. C'est alors qu'il remarque quelque chose dans le miroir. Un petit garçon avec une salopette bleu foncé et un masque de chat qui sourit. Il est juste là. Il observe. Le jeune homme se retourne, espérant enfin voir de près un de ses étranges enfants. Mais évidemment, il n'y a personne. Au cours des jours suivants, la situation empire. 2 semaines après l'enterrement, son goût et son odorat ne sont toujours pas revenus. Son audition se détériore de jour en jour, jusqu'à devenir presque entièrement sourd. Il continue d'apercevoir les enfants, mais il est plus difficile de les distinguer. Avec le temps, sa vision se brouille, et il a beau se frotter les yeux, sa vision ne s'améliore pas pour autant. Il se cogne l'orteil, son ongle est complètement fendu, mais il ne s'en rend même pas compte. Petit à petit, toute sensation lui échappe. Il ne s'en rend même pas compte, jusqu'au jour où il se décide à couper des carottes pour préparer une soupe, dans l'espoir vain qu'il pourra s'en délecter gustativement. Mais sa vision devient si floue qu'il peut à peine... La lame du couteau se plante dans sa paume. Il met 1 seconde à s'en rendre compte, car il ne ressent aucune douleur et ne saigne pas. Il observe la blessure sur sa paume avec une fascination mêlée de détachement, tout en essayant de comprendre ce qui lui arrive, de donner un sens à tout cela. Que sont ces minces filaments blancs qui dépassent de la coupure ? Il attrape un bout de la peau, même si elle ne ressemble plus vraiment à de la peau, mais plutôt à un tissu pâle et déchiré, et le retire. Pas de sang, pas de tendons, pas de chair. Juste un rembourrage blanc en dessous. Il est au lit et ce depuis quelques jours maintenant. Il n'a ni goût, ni odorat, ni ouïe, plus aucune sensation, pas même la vue. Il ne peut que réfléchir dans le noir. Il est dérouté et effrayé. Il veut sa mère, mais elle est partie depuis longtemps. Il rétrécit à vue d'œil, il se replie sur lui-même. Il ne peut ni bouger, ni parler, puisqu'il devient de plus en plus petit. Les enfants masqués passent à travers les murs, impatients de découvrir leur nouveau jouet. Le jeune homme ne ressemble plus à rien. Tout ce qui reste, c'est une autre poupée de chiffon avec une paire d'yeux marrons en forme de bouton posée sur le lit. Un petit garçon portant un masque de lapin s'avance et le ramasse. Il le contemple un moment avant que les enfants ne partent et que la maison ne soit à nouveau vide. C'est le genre d'expérience désagréable et anormale que l'on s'attend à vivre lors d'une rencontre avec le SCP-747, surnommé à juste titre « Enfants et poupées ». SCP-747 fait particulièrement référence à ces enfants étranges et anormaux portant des masques d'animaux. Des études ont montré que, à part les masques, tous ces enfants ressemblent à des enfants, dont il a été démontré qu'ils sont décédés à peu près à l'époque où leurs homologues anormaux se sont manifestés. Cela nous amène à la théorie selon laquelle les SCP-747 sont des manifestations spectrales des enfants qu'ils étaient autrefois, et qui ont été en quelque sorte transformés par la force unificatrice du SCP-747. Cette hypothèse est corroborée par plusieurs éléments troublants. Des agents de la Fondation SCP se sont fait passer pour des spécialistes du deuil et ont interrogé les parents de chacun des enfants décédés. Grâce à ces témoignages bouleversants, ils ont pu découvrir que chacun des enfants décédés possédait une poupée qu'il affectionnait tout particulièrement. À tel point que les poupées ont été enterrées avec eux, parce que, d'une certaine manière, le fait de les séparer de ce qui fut leur dernier réconfort dans le monde des mortels était trop douloureux pour les parents. L'intérêt porté aux poupées par les SCP-747 a conduit la Fondation à considérer ces éléments comme étant très instructifs. La forme physique des SCP-747, ou plutôt son absence, tend également à prouver qu'il s'agit de puissantes manifestations spectrales. Ils sont capables de traverser des matériaux solides d'une épaisseur pouvant atteindre 10 cm et peuvent parfois avoir des difficultés à tenir des objets solides. Ils vivent des vies mystérieuses et solitaires dans un monde parallèle. On ne les a jamais vus parler, bien qu'il soit probable qu'ils soient en mesure de communiquer entre eux. En dehors des individus qu'ils prennent directement pour cible, les enfants SCP-747 montrent peu d'intérêt pour les autres humains non anormaux. Ils préfèrent s'occuper de leurs poupées et de leurs camarades.
On ne sait pas dans quelle mesure les enfants sont réellement conscients, mais ils semblent avoir une certaine forme de conscience de soi, qui se traduit notamment par une conscience de l'espace qu'ils occupent et de leur environnement, ce qui leur permet d'éviter de se heurter à des objets lorsqu'ils se déplacent. Mais bien sûr, le côté spectral n'est pas la caractéristique la plus troublante ou la plus spectaculaire des SCP-747. Le véritable danger des SCP-747 réside dans le fait qu'ils sont capables de changer les êtres humains en poupées. Un processus qui s'enclenche en quelques secondes, mais qui nécessite 21 jours de torture pour faire effet. Avant de déclencher ce processus, les enfants choisissent un être humain qui les intrigue, sans doute une victime qui cadrerait parfaitement avec leur collection. La Fondation ignore s'il existe des critères spécifiques dans la sélection des victimes, ou si ce n'est qu'une question de hasard. Au moment opportun, et lorsque leur choix est arrêté, ils se donnent la main et forment un cercle autour de la victime pendant 5 à 7 secondes. Voilà tout ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes, et vous avez déjà atteint le point de non-retour. Après avoir accompli ce bref rituel, les enfants partent chacun de leur côté et le processus se met en marche. C'est pourquoi il est si important pour la Fondation SCP de garder un œil sur les activités des SCP-747. Même s'il n'y a aucun moyen de lutter contre le processus une fois le rituel accompli, il est possible d'empêcher le rituel d'être accompli en s'échappant du cercle et en s'éloignant des enfants SCP-747. Toutefois, ils appliquent des mesures de prévention contre ce phénomène, de nombreuses victimes déclarant se sentir perdues ou désorientées à l'intérieur du cercle. Ils induisent chez leurs victimes un état d'esprit apaisé, pour les empêcher de résister à l'horrible sort qui les attend. La transformation n'entraîne pas de symptômes immédiats. Cependant, au bout d'une quinzaine de minutes, la victime commence à ressentir un engourdissement au niveau des extrémités, semblable à celui provoqué par le froid ou par une mauvaise circulation sanguine. Les symptômes empireront progressivement au cours des 21 jours suivants, mais si la victime est plongée dans un état de stress ou d'anxiété chronique, ce processus peut être ramené à 10 jours seulement. La métamorphose se divise souvent en 3 étapes distinctes. Étape 1. Légère perte de sensation. L'aspect le plus effrayant de cette première étape de la transformation est que nombre de ces symptômes pourraient facilement être considérés comme ceux liés à des maladies bénignes courantes. Les sens de l'odorat, du goût et de l'ouïe commencent à se détériorer, puis disparaissent complètement, donnant l'impression au début de souffrir d'un gros rhume. À ce stade, la victime peut manifester un sentiment de détresse face à son état, mais elle reste globalement stable mentalement. Tout décalage par rapport à ses prévisions se traduisant par une instabilité mentale plus prononcée doit être considéré comme le signe d'une accélération du rythme de la transformation. Cependant, vers la fin de la première étape, un changement plus marqué commence à s'installer. La victime constatera un léger changement de la couleur de ses yeux et de sa peau pour adopter les couleurs de la poupée. Mais ce n'est que le commencement. Étape 2. Perte des sens majeure. Au cours des 13 jours suivants, les victimes commenceront à perdre la vue et le sens du toucher, ce qui entraînera une instabilité mentale et un stress accru. Les victimes chercheront peut-être à faire des choses horribles sur leur corps pour essayer de retrouver des sensations, mais elles deviendront encore plus angoissées après avoir réalisé que leurs sens ont complètement disparu. À ce stade, les changements physiques étranges et effrayants sont encore plus prononcés. La peau de la victime prend une apparence rugueuse et irrégulière, car elle se transforme en une variété de matériaux. Les organes internes se transforment également petit à petit en un patchwork de rembourrage synthétique. Et même les yeux de la victime commencent à se durcir et à se transformer en boutons. Cependant, la victime reste en vie tout au long de ce macabre processus, même si le contrôle qu'elle a de son propre corps diminue rapidement. Stade 3. Transformation complète. Dans les 24 heures suivant le déclenchement du stade 3, la victime est entièrement et irréversiblement transformée en poupée. Les enfants SCP-747 traiteront cette poupée comme toutes les autres, et si jamais une poupée est détruite, ils manifesteront à nouveau un intérêt pour les êtres humains jusqu'à ce qu'une nouvelle cible soit sélectionnée. La Fondation SCP détient actuellement 7 spécimens de SCP-747 en confinement. Le SCP-747-01 est un jeune garçon d'environ 7 ans, portant un pyjama bleu et un masque de zèbre. Le SCP-747-02 est un garçon d'environ 12 ans, portant un maillot de bain et un masque de souris. Le SCP-747-03 est une jeune fille d'environ 10 ans, portant un uniforme digne d'une école privée onéreuse et un masque de cochon. Le SCP-747-04 est un garçon d'environ 14 ans, portant un manteau d'hiver et un masque de lapin. Le SCP-747-05 est une fille d'environ 12 ans, portant un sari avec des rayures et un masque de girafe. Le SCP-747-06 est une fillette d'environ 5 ans, portant une robe rose fluo, semblable à celle d'une candidate à un concours de beauté, et un masque de chèvre.
Et enfin, le SCP-747-07 est un garçon d'environ 9 ans, portant une salopette bleue et un masque de chat. Il est intéressant de noter qu'il a également été retrouvé avec une note rapportant la brève histoire d'une mère à la recherche de son enfant dans l'au-delà. Il est intéressant de noter que la mère de cette entité particulière, avant qu'elle ne devienne un SCP-747, est supposée être morte lors de l'accouchement. Tous les spécimens de SCP-747 que la Fondation a placés en confinement sont conservés dans une seule et même chambre de confinement, de 30 mètres sur 10, avec des murs en béton de 15 cm d'épaisseur pour éviter que les enfants ne les traversent. Il est impératif que tout comportement inhabituel des enfants soit signalé immédiatement à un supérieur. Si les enfants manifestent de l'intérêt pour un membre du personnel chargé de la recherche, de la surveillance ou des soins, ce membre du personnel doit être affecté immédiatement à un autre projet. Les enfants sont autorisés à avoir un total de 25 poupées pour les maintenir calmes, excepté celles créées sous leur effet anormal. Et la Fondation SCP permet que les poupées soient temporairement retirées de la chambre de confinement, mais uniquement dans le but de les examiner et de les réparer. Tout membre du personnel qui commence à présenter les symptômes décrits précédemment dus à une action anormale des SCP-747 doit être mis en quarantaine et confiné séparément. La force opérationnelle 747-B8 est prête à intervenir dans l'éventualité d'une brèche dans le système de confinement pour assurer la traque, la capture et le confinement. En raison du caractère extrêmement instable et dangereux que représente toute interaction avec les SCP-747, seul le personnel de niveau 3 et au-delà est autorisé à entrer en contact avec eux, si la situation le requiert impérativement. Le SCP-747 a été classé Euclide du fait de son aptitude à produire des transformations et de sa nature imprévisible. En effet, qui sait vraiment ce qui se cache derrière ces masques ? Mais il y a un autre élément à propos des SCP-747, qui est sans doute le plus effrayant de tous. Il semblerait que les victimes qui ont été transformées en poupées SCP-747 ne soient pas réellement mortes. En fait, elles sont peut-être encore conscientes, coupées de tous leurs sens, sombrant lentement dans la folie. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-4666, l'homme de Yule, pour découvrir d'autres poupées anormales et étranges, qui étaient beaucoup plus dynamiques autrefois. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.